Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cet endroit spacieux et théâtral pour réitérer une expérience qui, je crois, était advenue pour la première fois en 2019. À l'époque, il s'était agi de faire des lectures de missives à caractère plus ou moins diplomatique entre Dante et Michel-Ange, et était à l'œuvre à ce moment-là Dominique Blanc, la comédienne Dominique Blanc, et l'historien Patrick Boucheron. Alors, je suis heureuse de vous annoncer que l'expérience va être réitérée dans quelques instants. Cette fois-ci pour évoquer le personnage de Marie-Antoinette à travers la lecture d'une série de documents choisis. Lecture opérée par, d'une part, Isilde Lebesco, comédienne, scénariste, réalisatrice, que vous pourrez retrouver à partir de 16h au lobby pour la présentation de son film Demi-Tarif, qui est un film déjà assez ancien, 2003-2004, je crois. Et d'autre part, l'historien Antoine Debec, qui est professeur à l'École normale supérieure, et qui signera, si cet ouvrage attire votre curiosité, son livre « L'histoire cinéma » chez Gallimard, sur le stand de Gallimard, à partir de 14h30. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps et je vous laisse à ce spectacle conjoint entre un historien et une comédienne, et je vous souhaite un bon spectacle. Le 7 mai 1770, la princesse Marie-Antoinette franchit la frontière française pour venir épouser le dauphin Louis-Auguste, fils de Louis XV, héritier du trône de France. La jeune fille a 14 ans. Elle a été éduquée à Vienne par sa mère, Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche, dans l'idée de ce mariage. La naissance de Marie-Antoinette dans l'un des milieux les plus privilégiés de l'Europe n'empêche pas la certitude de devoir servir de monnaie d'échange aux mains d'une mère autoritaire, laquelle place ses filles, telles des espionnes à son service, sur les trônes d'Europe en une ambitieuse stratégie diplomatique matrimoniale. Ce départ sans retour est également une condamnation à un exil lointain où Marie-Antoinette sera forcément l'étrangère. Enfin, cela la contraint à un mariage avec un jeune homme qu'elle n'a pas choisi, peu attentionné et qui la délaisse. « 21 avril, jour du départ. À votre réveil, vous ferez tout de suite en vous levant vos prières du matin, à genoux, et une petite lecture spirituelle, ne fût-ce même que d'un seul demi-quart d'heure. Ceci sans vous encore être préoccupé d'autre chose ou avoir parlé à personne. Tout dépend du bon commencement de la journée. C'est un point sur lequel vous serez très exact. Son exécution ne dépend que de vous et il peut en résulter votre bonheur spirituel et temporel. Il en est de même avec les prières du soir. Mais je répète encore, celles du matin et la petite lecture spirituelle sont les plus importantes. Vous me marquerez toujours de quel livre vous vous servirez. Vous vous recueillerez pendant le jour le plus souvent que vous pourrez, surtout à la Sainte Messe. Allez, s'il se peut, l'après-dîner et surtout tous les dimanches, au vêpres et au salut. Au moment où sonne l'Angelus, recueillez-vous alors, sinon en public, du moins dans votre cœur. Il en est de même en passant devant une église et une croix, suivant la coutume. En entrant dans les églises, soyez d'abord pénétrés du plus grand respect et ne vous laissez pas aller à la curiosité qui cause des distractions.
Tous les yeux seront fixés sur vous. Ne donnez donc point de scandale. En France, on est très édifiant dans les églises et toujours en public. Ne lisez aucun livre, même indifférent, sans en avoir préalablement demandé l'approbation de votre confesseur. C'est un point d'autant plus nécessaire en France qu'il s'y débite sans cesse des livres remplis d'agréments et d'érudition dans lesquels il y a sous ce voile respectable bien des faits pernicieux à l'égard de la religion et des mœurs. Je vous conjure donc, ma fille, de ne lire aucun livre, même aucune brochure sans l'avis de votre confesseur. J'exige de vous, ma chère fille, cette marque de tendresse et d'obéissance à l'égard d'une bonne mère qui n'a en vue que votre salut et votre bonheur. Enfin, n'oubliez jamais l'anniversaire de feu votre cher père et le mien en son temps. Vous priez pour nous. N'écoutez personne si vous voulez être tranquille. N'ayez pas la curiosité, c'est un point que je crains beaucoup à votre propos. Il faut aussi savoir refuser, éviter toutes sortes de familiarité avec les petites gens, mais répondez agréablement à tout le monde, avec grâce et dignité. Vous le pouvez si vous le voulez. Lettre de Marie-Thérèse à sa fille, Marie-Antoinette, 21 avril 1770. Madame, ma très chère mère, votre Majesté est bien bonne de vouloir s'intéresser à moi et de vouloir savoir comment je passe mes journées. Je lui dirai donc que je me lève à 9 ou 10 heures et m'ayant habillée, je dis mes prières du matin. Ensuite, je déjeune et de là, je vais chez mes tantes où je trouve ordinairement le roi. À 11 heures, je vais me coiffer. À midi, on appelle la chambre au complet et là, tout le monde peut entrer. Je mets mon rouge et lave mes mains devant tout le monde. Ensuite, les hommes sortent et les dames restent et je m'habille devant elles. À midi est la messe où je vais avec le roi et le dauphin. Après la messe, nous dînons et nous deux devant tout le monde. Cela est fini à 1h30 car nous mangeons vite. De là, je lis, j'écris et je travaille, car je fais une veste pour le roi, qui n'avance guère, mais j'espère qu'avec la grâce de Dieu, elle sera finie dans quelques années. À 3 heures, je retourne chez mes tantes. À 4 heures, je retourne chez moi avec l'abbé de Vermont et je me confesse. À 5 heures vient le maître de clavecin, où je chante jusqu'à 6 heures. Puis je vais me promener quand il fait beau. À 7 heures, on joue avec mes tantes. À 9 heures, nous soupons. Ensuite, je me place d'ordinaire sur un grand canapé et dors jusqu'à l'arrivée du dauphin. Nous allons nous coucher à 11 heures. Voilà toute notre journée. Lettre de Marie-Antoinette à sa mère, Marie-Thérèse, juillet 1770. Madame la dauphine, alors âgée de 15 ans, éclatante de fraîcheur, parut mieux que belle à tous les yeux. Sa démarche tenait à la fois du maintien imposant des princesses de sa maison et des grâces françaises. Ses yeux étaient doux, son sourire aimable. Lorsqu'elle se rendait à la chapelle, elle avait découvert les personnes qu'elle devait saluer avec les égards dus à leur rang. Celle à qui elle accordait simplement une inclination de la tête, celle enfin qui devait se contenter d'un sourire et lisait dans ses yeux un sentiment de bienveillance, mais sans plus. Cela les consolait cependant de n'avoir pas droit aux honneurs. Louis XV fut enchanté de la jeune dauphine. Il n'était question que de ses grâces, de sa vivacité et de la justesse de ses réparties. Elle obtint encore plus de succès lorsqu'on la vit dépouillée de tout l'éclat des diamants qui l'ornaient lors des premiers jours de son mariage. Vêtue d'une robe légère,
On la comparait à la Venise de Médicis. Les poètes célébraient ses charmes, les peintres voulaient rendre ses traits. L'un eut l'idée ingénieuse de placer le portrait de Marie-Antoinette dans le cœur d'une rose. Louis XV récompensa cette trouvaille. Le roi ne parlait que de la dauphine, et Madame du Barry, jalouse, s'efforçait aigrement de faire tomber son enthousiasme. Elle faisait remarquer l'irrégularité de ses traits et critiquait les mots qu'on citait d'elle, raillant le roi de sa prédilection pour Marie-Antoinette. Madame du Barry était offensée de ce point obtenir de la dauphine les attentions auxquelles elle prétendait. Elle craignait aussi que le vieux souverain, séduit par les grâces et la gaieté de la princesse, ne lui échappât. Mémoire de Madame Campan sur la vie privée de Marie-Antoinette, 1822. C'est en l'année 1779 que j'ai fait pour la première fois le portrait de la reine. Alors, dans tout l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté, Marie-Antoinette était grande, admirablement bien faite, assez grasse, sans trop l'être. Ses bras étaient superbes, ses mains petites, parfaites de forme, et ses pieds charmants. Elle était la femme de France qui marchait le mieux, portant la tête fort élevée, avec une majesté qui faisait reconnaître la souveraine au milieu de toute sa cour. Ses traits n'étaient point réguliers. Elle tenait de sa famille cet ovale long et étroit, particulier à la maison d'Autriche. Elle n'avait pas de grands yeux. Leur couleur était presque bleue. Son regard était spirituel et doux. Son nez fin et joli. Sa bouche pas trop grande, quoique des lèvres fussent un peu fortes. Mais ce qu'il y avait de plus remarquable dans son visage, c'était l'éclat de son teint. Sa peau était si transparente qu'elle ne prenait jamais l'ombre. Aussi, les couleurs me manquaient pour peindre cette fraîcheur. Ces tons si fins qui n'appartenaient qu'à cette charmante figure et que je n'ai retrouvé chez aucune autre femme. À la première séance de pose, l'air imposant de la reine m'intimida prodigieusement. Mais sa majesté me parla avec tant de bonté que sa grâce bienveillante dissipa aussitôt cette impression. C'est alors que je fis le portrait qui la représente en grande pompe, vêtue d'une large robe de satin grise et tenant une rose à la main. J'ai fait successivement plusieurs portraits de la reine. Je préférais beaucoup la peindre sans grande toilette. Un, par exemple, la représente coiffée d'un chapeau de paille et habillée d'une simple robe de mousseline blanche dont les manches étaient plissées en travers, mais assez ajustées. Quand il fut exposé au salon du peinture, les méchants ne manquèrent pas de dire que la reine s'était fait peindre en chemise. Car nous étions en 1786 et la calomnie commençait à s'exercer sur elle. Souvenir de Madame Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, 1835. Le désir de la jeune Marie-Antoinette d'échapper à l'étiquette rigide de la cour de Versailles, de même que sa volonté de vivre autrement son existence privée, plus intimement, plus sensiblement, n'est pas sans malentendu. Quand cette soif d'indépendance devient manifeste et que la reine s'installe de plus en plus ouvertement dans son domaine privé à Trianon, cela suscite les jalousies, les soupçons et se heurte aux attaques, puis aux humiliations. La reine devient rapidement la cible de chansons hostiles, de gravures la caricaturant en monstre, de pamphlets parfois orduriers. Une véritable coterie se monte contre elle, souvent activée par les rivalités de clans courtisans. Elle est la poule d'autruche, la harpie femelle, une étrangère qui veut se mêler des affaires du royaume, réunissant de fait autour d'elle le parti de la reine, lié aux hommes d'église et aux plus conservateurs qui refusent les réformes et les idées nouvelles.
Madame, ma très chère mère, il est vrai que le comte d'Artois est turbulent et n'a pas toujours la contenance qu'il faudrait. Mais ma chère maman, peut-être assurée que je sais l'arrêter dès qu'il commence ses polissonneries, et loin de me prêter à des familiarités, je lui ai fait plus d'une fois des leçons mortifiantes en présence de ses frères. Ma chère maman, voudrait-elle bien m'envoyer la mesure de son 3e doigt ou du petit pour les 2 bagues que je vais choisir pour elle? Il y en a de charmantes en forme de jarretière. Pour les bracelets, je me suis trompée. On en fait pour moi, mais ils sont si vilains que je n'en veux plus. Les mèches de cheveux coupés que vous m'envoyez, ma chère maman, font mon bonheur. J'en ai mis dans des cœurs et dans des bagues, mais je n'ai pas besoin de tous ces précieux bijoux pour me rappeler à tout moment la meilleure et la plus tendre des mères. Lettre de Marie-Antoinette à sa mère, Marie-Thérèse, novembre 1774. J'attends la nouvelle de votre changement d'état avec un grand empressement, et je me flatte que la consommation de votre mariage, qui doit se faire en peu de jours, accélérera mes vœux. Mais je ne saurais assez vous répéter point d'humeur là-dessus. Caresses, cajoleries, mais trop d'empressement gâterait le tout. La douceur, la patience sont les uniques moyens dont vous devez vous servir. Il n'y a rien de perdu. Vous êtes tous deux encore si jeunes. Pour votre santé, ce n'est que mieux que vous fortifiez encore tous les deux. Mais il est naturel à nous autres vieux parents de souhaiter l'accomplissement de votre bonheur. Faites attention, le monde est méchant. On tâchera de gagner votre amour-propre en le flattant et en le piquant. On parle encore des jeux que vous avez tenus récemment. Ne vous laissez pas aller au goût de trop d'amusement avec vos amis, ni de mettre en ridicule les autres. Vous avez incliné un peu en ces 2 travers. Si on s'aperçoit de ces faiblesses, on ne vous les servira que trop. Et vous perdez cette estime et cette confiance du public, si nécessaire, si agréable, que vous possédez encore. Ma tendresse ne finira jamais. Et pardonnez-moi ces répétitions, mais je les regarde comme la base de votre bonheur. Lettre de Marie-Thérèse à sa fille, Marie-Antoinette, mai 1771. Je sentis que j'allais faire du nouveau, de l'extraordinaire. Et je me disais en commençant ma tâche, Léonard, Marie-Antoinette a toute sa raison. Elle, car à l'exagérer, car le ridicule. Mais pendant que je séparais lentement les cheveux de la princesse, en cherchant des idées au bruit des coups précipités des artères de mes tempes, son Altesse me surprit en s'adressant ainsi à moi. « Léonard, il faut tendre aujourd'hui toutes les facultés de votre imagination. Il faut aborder la coiffure transcendante. Je mets un grand habit. » Votre Altesse veut-elle des plumes? Ces volatiles me semblent tout à fait transcendants. Oui, des plumes blanches dans ma perruque. Et puis, ce que vous voudrez, mais une coiffure qui étonne et surtout qui maille. Je ne dis plus rien. Je m'enveloppais dans mon inspiration. Je travaillais du peigne et de l'esprit. Au bout d'un quart d'heure, il résulta de cette combinaison une frissure qui avait admis 3 plumes blanches, placées au côté gauche de la tête et fixées au milieu d'une rosette formée de boucles de cheveux à l'aide d'un nœud de ruban rose, dont un grand rubis formait le centre. Cette coiffure qui découvrait en entier le beau front de Marie-Antoinette lui seyait à ravir. Elle relevait tout ce qu'il y avait de grandeur et de majesté dans les traits et dans le port de la princesse.
On eût dit que je m'étais inspirée de cette fierté de caractère qui perçait quelquefois à travers les habitudes bienveillantes de son Altesse royale. Marie-Antoinette l'examina d'abord silencieusement. Je vis sur son visage un sourire indécis. Je crus même voir le mécontentement agiter légèrement les sourcils de son Altesse royale. Mais ma perplexité ne dura qu'un instant, l'espace d'un éclair, et la joie rayonna soudain sur la figure de mon illustre cliente. Souvenir de Léonard, coiffeur de la reine Marie-Antoinette, 1838. La pornographie constitue l'un des principaux registres des attaques contre Marie-Antoinette à la fin de l'Ancien Régime. Pourtant, l'intimité sexuelle du couple royal a été retirée du domaine des choses publiques. Marie-Antoinette et Louis sont sur ce point en accord. Peu de leur vie privée n'a droit à la publicité traditionnelle de l'étiquette versaillaise. Marie-Antoinette se comportera plus en épouse, puis en mère, qu'en monarque de tradition, à l'encontre les principes des reines de France. De même, Louis XVI, par crainte des quolibets comme par inhibition personnelle, tente de préserver les secrets de son lit. Car secrets, il y a, qui mettent en émoi la diplomatie européenne et la cour de France. Jusqu'en août 1777, soit pendant 7 années, le mariage n'est pas consommé. Dans l'obligation de procréation monarchique, ce retard est un problème. Cette attitude de repli sur la sphère domestique de la vie affective du couple royal est paradoxalement lourde de menaces pour le roi et, plus encore, pour la reine. Car la logique des libellistes est celle du regard dérobé. Le lit royal n'est plus le lieu d'une cérémonie publique, mais l'objet d'une comédie où un regard volé rapporte l'intimité sexuelle qui s'y déroule ou qui ne s'y déroule pas. Voilà l'intrigue. Une porte s'est refermée sur la vie privée de la reine et du roi, mais à travers cette porte, les libellistes veulent regarder, puisque c'est interdit. C'est ce point de vue, celui du trou de la serrure, que forgent les écrivains et les imagiers du scandale. Mère du vain caprice et du léger prestige, la fantaisie ailée autour d'elle voltige. Nymphe au corps ondoyant, née de lumière et d'air, qui, mieux que l'onde agile ou le rapide éclair, où la glace inquiète au soleil présenté s'allume en un instant, purpurine, argentée, où s'enflamme de rose ou pétille d'azur. Un vol la précipite, inégal et peu sûr. La déesse jamais ne connut d'autre guide. Les rêves transparents, troupe vaine et fluide, d'un vol étincelant caressant ses lambris, auprès d'elle, à toute heure, elle occupe les ris. L'un pétrit les baisers des bouches embaumées, l'autre le jeune éclat des lèvres enflammées. Le dernier, inutile et seul, au bout d'un chalumeau, en globe aérien souffle une goutte d'eau. La reine, en cette cour qu'anime la folie, va, vient, chante, se tait, écoute, regarde, oublie. Et dans les 1000 cristaux qui portent son palais, rit de voir 1000 fois étinceler ses traits. André Chénier, Poésie, 1775. Une reine jeune et fringante, dont l'époux très auguste était mauvais footeur, faisait de temps en temps, en femme très prudente, diversion à sa douleur, en mettant à profit la petite industrie d'un esprit las d'attendre et d'un con mal foutu. Son joli petit corps ramassé, nu, tout nu, tantôt sur le duvet d'une molle bergère,
avec un certain doigt, le portier de l'amour, se délaissait la nuit des contraintes du jour. Elle se trémoussait, toute seule, en sa couche, c'était ton palpitant, ses beaux yeux et sa bouche, doucement haletants, entr'ouvertes à demi, semblaient d'un fier fouteur inviter le défi. Dans ses lubriques attitudes, Antoinette aurait bien voulu n'en pas demeurer au prélude et que Louis l'eût mieux foutu. Mais on sait bien que le pauvre sire, condamné par la faculté pour impuissance très complète, ne peut satisfaire Antoinette, attendu que son allumette n'est pas plus grosse qu'un fétu, que toujours molle et toujours croche, il n'a de vie que dans la poche, qu'au lieu de foutre, il est foutu. D'Artois vint aux pieds de la princesse, espérer et trembler. Il presse ses belles mains d'une main caressante, laisse parfois briller sa flamme impatiente. Il montre un peu de trouble, il en donne à son tour. Plaire à Toinette fut l'affaire d'un jour. Les princes et les rois vont très vite en amour. Dans une belle alcôve, artistement dorée, qui n'était point obscure et point trop éclairée, sur un sofa mollé de velours revêtu, le prince présente son vie à la déesse. Moment délicieux de foutre et de tendresse. Le cœur lui bat, l'amour et la pudeur peignent cette beauté d'une aimable rougeur. Mais la pudeur se passe et l'amour seul demeure. La reine se défend faiblement et les yeux du fier d'Artois, éblouis, enchantés, animés d'un beau feu, parcourent ses beautés. Sous un cou bien tourné sont deux jolis tétons palpitants, doucement arrondis par l'amour. Sur chacun d'eux s'élève une petite rose. Tétons, tétons charmants, que jamais ne reposent, vous semblez inviter la main à vous presser, l'œil à vous contempler, la bouche à vous baiser. Antoinette est divine et tout est charmant en elle. Le plaisir l'embellit, l'amour est un grand phare. D'Artois la voit ainsi et partout il la baise. Son membre est un tisson, son cœur une fournaise. Il baise ses beaux bras, son joli petit con est tantôt une fesse et tantôt un téton. Il claque doucement sa fesse rebondie, cuisse, ventre, nombril, le centre et l'épicentre. Le prince baise tout dans sa douce folie. Et sans s'apercevoir qu'il a l'air d'un vaurien, tout transporté qu'il est dans son ardeur extrême, il veut tirer tout droit au but de l'amitié. Antoinette, feignant d'éviter ce qu'elle aime, crainte d'être surprise en cette posture, ne se prête qu'à moitié. Mais d'Artois saisit l'instant de Toinette, vaincu, sent enfin qu'il est doux d'être aussi bien foutu. Les amours de Charlot et Toinette, brochure obscène, 1779. Je vous avoue, ma très chère fille, que j'ai vu avec grande peine la feuille imprimée que vous vous abandonnez plus que de raison à toutes sortes de courses au bois de Boulogne avec le comte d'Artois, sans que le roi y soit. Vous devez savoir mieux que moi que ce prince n'est nullement estimé et que vous partagez ainsi sa réputation détestable. Il est si jeune, si étourdi, passe encore pour un prince, mais ses torts sont bien grands chez une reine plus âgée. L'opinion a vite fait de juger. Ne perdez pas ce bien inestimable que vous pourriez si parfaitement flatter. Une reine doit se faire estimer dans ses moindres actions et point faire la petite maîtresse, ni en parure, ni en coiffure, ni dans ses amusements. On nous épluche trop pour ne pas être toujours sur nos gardes. Il y a encore un point plus triste pour moi. Toutes les lettres de Paris disent que vous êtes séparés de lit avec le roi et que vous avez peu de part à sa confiance.
S'il ne vient plus coucher chez vous, il faudra donc renoncer à la succession, ce que serait une tragédie. L'amitié, la coutume d'être ensemble finira bientôt de même, et je ne prévois que de malheurs et des chagrins pour vous. Votre seule tâche doit être de vous trouver toute la journée chez lui, de lui tenir compagnie, d'être sa meilleure amie et confidente. Et la nuit, il ne faut qu'il ne trouve jamais ailleurs plus d'agrément et de sûreté que dans votre compagnie. Nous sommes dans ce monde pour faire du bien aux autres, et la tâche d'une épouse comme d'une reine est une des plus essentielles en ce domaine. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, ni pour nous amuser, mais pour acquérir le ciel, où tout tend, et qui ne se donne pas gratis. Il faut le mériter, et ce sont vos enfants qui vous y conduiront. Pardonnez ce sermon, mais je vous avoue que ce lit à part, ces courses avec le comte d'Artois, ont mis d'autant plus de chagrin dans mon âme que j'en connais trop peu les conséquences. Je voudrais vous sauver de l'abîme où vous vous précipitez. Lettre de Marie-Thérèse à sa fille, Marie-Antoinette, juin 1775. Très chère sœur, comment voudriez-vous que j'aille vous voir et que j'entre dans le grand monde de la cour et du pays que vous habitez, dans les circonstances dans lesquelles je vois que vous vous trouvez et dans lesquelles vous avez bien voulu vous mettre? Autant que j'en sais, vous vous mêlez d'une infinité de choses qui ne vous regardent pas, que vous ne connaissez pas, et pour lesquelles ces cabales qui vous flattent et qui savent exciter tantôt votre amour-propre ou envie de briller, tantôt une certaine haine et rancune, vous font faire une démarche propre à troubler le bonheur de votre vie. Cela doit nécessairement vous procurer tôt ou tard des désagréments cuisants, et en diminuant l'amitié et l'estime du roi, vous faire perdre toute l'opinion du public et toute la considération que vous pourriez vous acquérir, et que vous vous êtes même acquise étonnamment jusqu'à présent. De quoi vous mêlez-vous, ma chère sœur? De déplacer des ministres, d'en faire envoyer un autre sur ces terres, de faire donner tel département à celui-ci ou à celui-là, de faire gagner un procès à l'un, de créer une nouvelle charge dispendieuse à votre cour, enfin de parler d'affaires, de vous servir même de termes très peu convenables à votre situation. Vous êtes-vous demandé une fois par quel droit vous vous mêlez des affaires du gouvernement et de la monarchie française? Quelles études avez-vous faites? Quelles connaissances avez-vous acquises pour oser imaginer que votre avis doit être bon à quelque chose, surtout dans des affaires qui exigent des connaissances aussi étendues? Vous, aimable jeune femme, qui ne pensez qu'à la frivolité, qu'à votre toilette, qu'à vos amusements toute la journée, qui ne lisez ni n'entendez par les raisons qu'un quart d'heure par mois, qui ne réfléchissez ni ne méditez jamais, j'en suis sûr, ni ne combinez les conséquences des choses que vous faites et que vous dites. L'impression du moment seul vous fait agir, et les paroles et arguments des gens que vous protégez et auxquels vous croyez sont vos seuls guides. Si jamais il vous échappe des propos et des phrases pareilles adressées à vos intimes confidents, je ne puis qu'entrevoir le malheur de votre vie, et j'avoue que, par l'attachement que je vous ai voué, cela me fait une peine infinie. Ce sont vos ennemis, ce sont ceux qui désirent le plus voir détruite votre réputation, qui vous poussent à de pareilles démarches. Croyez-moi, écoutez la voix d'un ami, d'un frère qui vous aime, distinguez là de la foule de tous ceux qui vous encensent, et croyez que personne ne veut et ne peut vous dire la vérité comme moi. Quittez donc toutes ces tracasseries, ne vous mêlez absolument en rien d'affaires, éloignez et rebutez même tous ceux qui voudraient vous y attirer. Attachez-vous seulement à mériter l'amitié et la confiance du roi. C'est d'abord votre devoir d'État, et c'est le seul intérêt que vous devez, que vous pouvez avoir. Épluchez ses goûts,
conformez-vous à eux, tâchez d'être beaucoup plus avec lui, mais de l'incommoder néanmoins pas. Méritez sa confiance par votre discrétion, votre sûreté et votre soumission. Pour le reste, lisez, occupez-vous, ornez votre esprit, donnez-vous des talents et rendez-vous propre à trouver des ressources en vous-même dans un âge plus âgé. Voilà le rôle, au bout du compte, que chaque femme doit faire en son ménage. Lettre de Joseph II à sa sœur, Marie-Antoinette, juillet 1775. En un clin d'œil, la masse des femmes et des hommes envahit l'escalier qui conduit aux appartements de Marie-Antoinette. Quelques gardes du corps essaient d'en défendre l'accès. 2 d'entre eux sont terrassés, cruellement assassinés. Un colosse barbu tranche sur place les têtes des cadavres qui, quelques secondes plus tard, tournoient sanglantes au bout de piques géantes. Mais les victimes ont fait leur devoir. Leur cri d'agonie a réveillé le palais à temps. Un des 3 gardes du corps parvient à s'arracher des mains des assaillants, montant l'escalier 4 à 4 et clamant dans la maison de marbre qui résonne comme un coquillage creux « Sauvez la reine !» Ce cri en effet la sauve. Une femme de chambre effrayée se précipite dans l'appartement de Marie-Antoinette. Déjà les portes, rapidement barricadées, retentissent sous les coups de pioche et de hache. La reine n'a le temps de mettre ni bas ni souliers, elle ne peut que passer une robe sur sa chemise et jeter un châle sur ses épaules. C'est ainsi que, pieds nus, les bas à la main, elle traverse en courant et le cœur battant le couloir qui conduit à l'œil de bœuf, et de cette vaste pièce gagne les appartements du roi. Mais, ô épouvante, la porte est fermée. La reine et ses femmes de chambre la martèlent désespérément de leurs poings, mais inexorable, elle reste close. Il faut attendre 5 minutes horriblement longues, cependant, que les assassins entrent de force dans les chambres voisines, fouillent les lits et les armoires, avant qu'un serviteur du roi ne vienne ouvrir. Ce n'est qu'alors que Marie-Antoinette peut se réfugier dans les appartements de son époux. Au même instant, la gouvernante amène le dauphin et Madame Royale. La famille est réunie, la vie de tous est sauve, mais la vie seulement. Le roi espère encore temporiser. Pour calmer cette multitude qui a envahi son château, apaiser un peu cette faim violente de triomphe, il décide de paraître sur le balcon. À peine le brave homme s'est-il montré que le peuple éclate en applaudissements. Pourquoi ne pas applaudir quand un monarque se présente à lui tête nue et s'incline aimablement vers l'endroit où l'on vient de décapiter 2 de ses défenseurs? Cependant, le peuple ne se contente pas de cet unique triomphe. Dans l'ivresse de son orgueil, il exige un vin plus fort. La reine, elle aussi, l'orgueilleuse au cœur de pierre, l'insolente, l'intraitable autrichienne, il faut qu'elle se montre. Elle aussi, elle surtout, l'arrogante, doit courber la tête sous l'invisible joug. Les cris deviennent de plus en plus violents, la foule trépigne de plus en plus sauvagement, l'injonction monte de plus en plus rauque. La reine, la reine, la reine au balcon. Marie-Antoinette, blême et les lèvres serrées, ne bouge pas. Ce qui la paralyse et décolore ses traits, ce n'est nullement la peur des fusils, peut-être déjà prêts à tirer, des pierres et des injures, non, mais la fierté, l'héréditaire, l'indestructible orgueil d'une tête, d'une nuque qui ne se sont jamais courbées devant personne. Tous la regardent, embarrassés. Enfin, tandis que les fenêtres vibrent sous le tumulte et que les pierres vont siffler, Lafayette s'avance vers elle. « Madame, cette démarche est nécessaire pour calmer le peuple. »« En ce cas, je n'hésite plus, répond-elle.
et prenant ses 2 enfants par la main, la tête haute, la bouche crispée, elle sort sur le balcon, non comme une suppliante, mais comme un soldat qui marche à l'assaut, avec la ferme volonté de bien mourir sans trembler. Elle se montre, mais ne s'incline pas, et c'est précisément son attitude droite et altière qui impose. Le regard de la reine et celui du peuple sont comme 2 courants qui se croisent. La tension est telle que pendant 1 minute, un silence mortel règne sur l'immense place. Personne ne sait ce qui va le rompre, ce silence tendu à craquer, si ce sont des hurlements de rage, un coup de fusil ou une avalanche de pierres. Alors Lafayette, courageux dans les grandes circonstances, s'approche de la reine et d'un geste chevaleresque s'incline devant elle et lui baise la main. Ce geste amène immédiatement une détente et la chose la plus imprévue se produit. Le cri de « Vive la reine !» jaillit de la place, poussé par des milliers de poitrines. Malgré lui, ce même peuple qui tout à l'heure s'extasiait devant la faiblesse du roi, acclame à présent la fierté, l'inflexible fermeté de cette femme. Quand Marie-Antoinette revient du balcon, tout le monde dans la pièce l'entoure et la félicite, comme si elle avait échappé à un danger mortel. Mais elle ne s'illusionne plus sur cette tardive acclamation populaire. Elle a les larmes aux yeux quand elle dit à Madame Necker « Ils vont nous forcer, le roi et moi, à nous rendre à Paris, avec les têtes de nos gardes du corps portées au bout de leurs piques, et nous y serons leurs prisonniers. » Stéphane Zweig, Marie-Antoinette, portrait d'un caractère moyen, 1933. La femelle du Royal Veto est un monstre trouvé à Vienne en Autriche. Dans la garde-robe de Marie-Thérèse l'impératrice, cette guenon couronnée eut probablement une envie contre nature. Elle se fit sans doute couvrir par un tigre ou un ours et donna le jour à Marie-Antoinette. Ce monstre, âgé de 33 ans, fut amené en France du temps de l'incestueux Louis XV. D'odieuse mémoire, comme à la fausseté de son pays d'origine, elle joignait la perfidie naturelle des bêtises à diadème. Elle se présenta d'abord au peuple avec une douceur angélique. On criait « Vive la reine !» Or, quand elle fut assurée qu'avec cette grimace, elle pourrait conquérir l'amitié des badauds, elle leva le masque et fut connue pour ce qu'elle était. Mariée par politique à un butor qui passait son temps à faire des serrures et des verrous, elle machine bientôt les moyens de s'amuser aux dépens du tiers et même du quart des États. On n'entendit alors parler que des fameuses parties fines des 4 coins, où le veto royal était toujours sur le pot de chambre, tandis que les Dartois et les Polignac femelles en profitaient honteusement. Le ciel rejetait les horreurs et les crimes de l'Autrichienne qui se moquait du ciel et de la nation. Heureusement, le peuple se lève et voilà la ménagerie de Versailles transférée à Paris. Voilà la femelle du Royal Veto qui machine avec un animal nommé Lafayette. On a condamné dernièrement une fille publique à 6 mois d'hôpital pour avoir insulté un citoyen. Si Marie-Antoinette était jugée comme elle le mérite, elle trouverait bonne compagnie à l'hôtel des Folles de la Salpêtrière. La femelle du Royal Veto est d'une grande taille, laide, ridée, usée, fanée, hideuse, affreuse. Mais comme la nation a la bêtise de nourrir ses tyrans, elle mange l'argent de la France, dans l'espoir de dévorer les Français l'un après l'autre. Description de la ménagerie royale d'animaux vivants établie aux Tuileries. Brochure de 1791.
C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère, comme lui innocente. J'espère montrer la même fermeté que lui dans ces derniers moments. Je suis calme, comme on l'est quand on a la conscience qui ne reproche rien. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux. Et vous, ma bonne et tendre sœur, vous qui avez par votre amitié tout sacrifié pour être avec nous, dans quelle position je vous laisse? Recevez pour mes enfants ma bénédiction. J'espère qu'un jour, lorsqu'ils seront plus grands, ils pourront se réunir avec vous et jouir en entier de vos tendres soins. Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père, que je lui répète expressément. Qu'il ne cherche jamais à venger sa mort. Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans celle de mes pères, dans celle où j'ai été élevée et que j'ai toujours professée. Je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. J'espère que dans sa bonté, il voudra bien recevoir mes derniers vœux pour qu'il veuille accepter mon âme dans sa miséricorde et sa bonté. Je demande pardon à ceux que je connais et à vous, ma sœur en particulier, de toutes les peines que j'ai pu, sans le vouloir, vous causer. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Je dis adieu à mes tantes et à tous mes frères et sœurs. J'avais des amis. L'idée d'en être séparée pour jamais et leurs peines sont un de mes plus grands regrets que j'emporte en mourant. Qu'ils sachent du moins que jusqu'à mes derniers moments, j'ai pensé à eux. Adieu, ma bonne et tendre sœur. Puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi et je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu, qu'il est déchirant de les quitter pour toujours. Adieu. Adieu. Lettre testament de Marie-Antoinette à Madame Élisabeth, sa belle-sœur, le 16 octobre 1793, jour de son exécution. La reine passa avec ses deux enfants. Leur chevelure blonde semblait attendre des couronnes. Madame la duchesse d'Angoulême, âgée de 11 ans, attirait les yeux par un orgueil virginal. Belle de la noblesse du rang et de l'innocence de la jeune fille, elle semblait dire, comme la fleur d'oranger de Corneille dans la guirlande de Julie, « J'ai la pompe de ma naissance ». Le petit dauphin marchait sous la protection de sa sœur, et Monsieur du Toucher suivait son élève. Il m'aperçut et me montra obligeamment à la reine. Elle me fit, en me jetant un regard avec un sourire, ce salut gracieux qu'elle m'avait déjà fait le jour de ma présentation à la cour. Je n'oublierai jamais ce regard qui devait s'éteindre sitôt. Marie-Antoinette, en souriant, dessina si bien la forme de sa bouche que le sourire de ce souvenir, chose effroyable, me fit reconnaître la mâchoire de la fille des rois quand on découvrit la tête de l'infortuné dans les exhumations de 1815. Au milieu des ossements, je reconnus la tête de la reine par le sourire que cette tête m'avait adressé à Versailles 26 ans auparavant. François-René de Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe, 1848.
Ah, merci, merci beaucoup. Merci, merci. Madame, Monsieur, nous vous prions de bien vouloir évacuer la salle dans le calme et le respect des distances.